dispose aujourd'hui d'une photographie de 25 ans d'activité du secteur sous ce régime d'emploi. C'est ce que j'appelle un régime de croissance déséquilibré qui imbrique chômage et emploi. Et quelques données de base vous permettront de comprendre. En 25 ans, le volume de travail a augmenté de fois 2,7, les effectifs fois 3,7, donc plus rapide. Le nombre de contrats a été multiplié par 12. Le nombre d'intermittents mandatés par les régimes particuliers d'assurance chômage a été multiplié par 8 et le volume d'indemnisation par 9. Donc vous voyez le problème, un système en croissance d'emploi et un système en croissance de chômage encore plus rapide. C'est un paradoxe. Déjà, il y a une angoisse due aux 507 heures. Les 507 heures qui doivent se faire en 10 mois ou 10 mois et demi, eh bien c'est faire à peu près, enfin j'ai pas fait le compte, mais plus de 600 heures par an. Hein. Déjà, c'est faire beaucoup plus d'heures dans un métier où il est difficile de faire des heures. Déjà, première chose, donc il y a cette angoisse-là. Il y a beaucoup de chaos qui a été amené parce qu'au lieu d'avoir une année qui nous servait de repère, maintenant c'est une fourchette qui nous sert de repère et cette fourchette est mobile. Hein. Donc ça a complexifié, c'est une véritable usine à gaz. Donc déjà là, les intermittents, pour beaucoup d'entre eux, ne sont pas très administratifs, ne regardent pas toutes ces choses-là et ça leur paraît vraiment une usine à gaz. Et ça leur donne encore une espèce d'instabilité par rapport aux assédiques et ils ont beaucoup de mal à le vivre. Il y a eu un léger ralentissement des dépenses assurantielles qui n'a pas suffi du tout à combler un déficit. Le déficit a toujours été plus de 5 fois supérieur aux recettes du régime des intermittents. Simplement, le problème était toujours pour les partenaires sociaux de savoir comment ralentir la croissance du déficit et en modifiant les règles du système. Et donc en 2003, cette modification était plus importante qu'auparavant. Ça a eu un effet temporaire de ralentissement de la croissance des dépenses d'assurance chômage des intermittents, mais dans le même temps, l'État a dépensé en valeur cumulée 317 millions d'euros, alors que les dépenses assurantielles annuellement sont de un peu plus d'1 milliard d'euros. Sur la totalité des années pendant lesquelles l'État a agi, il a dépensé 317 millions d'euros pour compenser les effets négatifs de la réforme de 2003. Et quel a été le principe de l'intervention de l'État? Ça a été de permettre aux intermittents qui ne pouvaient plus se qualifier dans le régime de se requalifier en passant par les fonds. Ce qui a été le cas d'à peu près 80% de ceux qui ne parvenaient plus à se mettre dans les règles. Donc, c'est-à-dire à peu près 15 000 personnes chaque année dans les années de plein régime d'intervention du fonds. Donc ça veut dire qu'un cinquième de ceux qui ne parvenaient pas à se qualifier dans les nouvelles règles, qui ne représentent que 20% des gens, donc 20% de ces 20% ont été évincés. Donc ça n'a pas eu l'effet d'éviction massif qu'on a dit, mais ça a fragilisé ceux qui étaient à la marge du système, notamment des jeunes entrants qui avaient plus de mal qu'auparavant à entrer dans le régime. Qui sont donc ceux qui ont été évincés? Principalement des artistes. On peut dire ici que la réforme a provoqué une segmentation. Les insiders, ceux qui ont connu l'intermittence depuis très longtemps et qui ont appris à s'adapter aux réformes réglementaires et à établir leur système d'activité et leur réputation, ont pu traverser sans trop de dommages la réforme. En ce sens-là, une des nouveautés absolument spectaculaires de ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, c'est le pivotement du système en faveur des intermittents techniques et technico-artistiques. Ils ont typiquement un profil d'insider, ils travaillent davantage, ils ont un mécanisme basé sur la compétence plus que sur la réputation et l'originalité de leur performance. Et ils ont été 2 fois moins nombreux à recourir au fonds. Et pour la première fois en 2005, le revenu moyen d'indemnisation des techniciens a dépassé celui des artistes, alors même que les techniciens passent moins de temps au chômage. Renforcer le soutien et la création, c'est aussi considérer le travail de l'artiste, sa formation, sa rémunération, ses besoins en termes de lieux de répétition, d'ateliers, sa présence,
son inscription dans la cité. C'est aussi lutter contre la précarité du métier. C'est retrouver la durée, le temps de l'élaboration d'un projet artistique. À cet égard, la question des intermittents du spectacle et du financement de leur régime reste posée. Elle renvoie au statut de l'artiste en général, qui n'est pas toujours bien réglé. La Convention UNEDIC, en vigueur, et donc ses annexes 8 et 10, arrivent à échéance fin 2013. C'est loin, fin 2013. Surtout quand on regarde mai 2012. Et en même temps, c'est tout près. Et donc, il conviendra de préparer dès 2012 le rendez-vous et le prochain ministre de la Culture devra être en position de médiateur et d'accompagnement pour le règlement, je l'espère, définitif de cette question. Avec les échéances politiques, il est hors de question d'intervenir sur un sujet de cette nature qui est toujours extrêmement sensible. Et un des grands problèmes de la négociation paritaire, ça a été toujours quelle est la place des différents acteurs, quelle est la place de l'État qui est bénéficiaire du régime à travers sa politique culturelle et de même les collectivités locales sont aussi bénéficiaires du régime à travers leur politique culturelle. Elles passent beaucoup par des associations 1901 et créent beaucoup d'emplois intermittents à travers la subvention. Donc cet acteur-là, évidemment, se tient prudemment à la fois proche et à l'écart des négociations, puisqu'il n'est pas impliqué directement. C'est une affaire de partenaires sociaux. Mais dès que les menaces sur le régime se précisent, les acteurs de la négociation, et notamment les représentants des salariés, les syndicats de salariés, s'empressent de politiser le conflit pour dire Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre de la Culture, que faites-vous ? Donc l'État agit prudemment. Les employeurs du secteur des spectacles ont plutôt intérêt à maintenir le régime dans les conditions les plus favorables ou les moins défavorables, parce que même voient évidemment le coût du travail diminuer sensiblement. Ils bénéficient d'une flexibilité du travail par projet et surtout aussi d'une flexibilité des procédures d'embauche et de fin de contrat qui n'a aucun équivalent dans le système du marché du travail français. Donc ceux qui régulièrement protestent contre le système sont les employeurs de tous les autres secteurs qui sont, à travers le mécanisme de la solidarité interprofessionnelle, appelés à combler le déficit pour le régime particulier des intermittents du spectacle. Mais ces employeurs-là, dans le même temps, bénéficient d'autres formes de flexibilité comme l'intérim, qui est plus cher en termes assurantiels que les intermittents, mais qui concerne aussi plus de monde et surtout qui se dilue sur beaucoup de secteurs d'activité, alors que l'intermittence des spectacles concerne un seul secteur d'activité. En 1979, il y a eu une réadaptation de l'annexe 8 et de l'annexe 10 aux conditions du spectacle. C'est-à-dire les conditions du régime général sont devenues, on les a adaptées au spectacle. Mais il n'y a pas vraiment de dessin, d'orientation pour fabriquer un régime spécifique spectacle. C'est plutôt le contraire. Parce que l'UNEDIC et que le droit d'avoir des assédiques a été diffusé d'une façon universelle, enfin on va dire au niveau du pays, que les intermittents ont eu le droit de vivre et le droit de naître. Et ce n'est pas le contraire. L'assurance chômage, dans son principe de base, a été très peu réformée. Il y a eu sans arrêt des petites réformes marginales, mais la réforme fondamentale n'a pas eu lieu. Il y a eu des propositions politiques, notamment, qui ont été mises sur la table dans les années 2000 et un peu avant aussi, en 97, par exemple, le fameux problème de si vous voulez davantage de flexibilité du marché du travail, messieurs les employeurs, il vous faut aussi cotiser davantage au système d'assurance chômage. C'est comme pour les accidents du travail.
si vous avez un taux d'accident du travail élevé, vous cotiserez davantage parce que c'est un moyen de couvrir les coûts et en même temps de vous pousser à la responsabilité. Beaucoup de pays ont adopté un principe de modulation des cotisations d'assurance chômage en fonction du risque d'emploi qu'ils créent pour leurs salariés. Et donc, on pourrait très bien imaginer une refonte assez large du système d'assurance chômage autour de nouveaux principes. Ce sont des idées qui circulent et qui ont été portées par certains partis politiques et qui existent aussi, la gauche l'a porté à un moment donné, mais ce système de modulation des cotisations d'assurance chômage existe aussi dans des pays comme les États-Unis et ailleurs, au Canada, etc. Donc voilà, et mon idée quand j'ai écrit mon livre sur les intermittents du spectacle en 2005 et quand j'ai repris cette question-là et ce dossier-là en 2011 dans la refonte du livre et sa nouvelle version, ça a été d'expertiser ce principe de modulation, de regarder les réactions des différents partenaires et de tester la viabilité d'une proposition de ce genre qui cesse en quelque sorte de rapiécer un système d'assurance chômage avec son corps principal et ses annexes multiples qui est probablement qui atteint ses limites de viabilité. Aujourd'hui, on le voit, les déficits sont considérables dans tout le régime, et de modifier la règle du jeu un peu plus fondamentalement. Mais pour ça, il faut évidemment des volontés de toute nature, et il faudrait éviter la préférence française pour l'inertie par le jeu stratégique des alliances et des contre-alliances. Dans le monde des intermittents du spectacle, un phénomène assez étonnant, c'est la solidarité des salariés et des employeurs du spectacle contre l'assureur. Et donc, résoudre un conflit où le salarié et l'employeur sont d'accord, c'est une situation un peu particulière. Peut-être qu'il y a des solutions à trouver, c'est un peu ce qu'il disait. Les groupements d'entreprises, eh bien on va voir comment, est-ce que ça a un avenir. Trouver des modes de financement ailleurs, sur les droits voisins par exemple. Je sais pas, et puis faire la promotion de l'emploi peut-être aussi dans les lieux culturels. Hein. Faire la promotion de l'emploi, il n'est pas normal qu'il y ait des instances d'État qui se construisent avec par exemple un directeur technique et pas de technicien au-dessous pour des grosses entreprises où il y a besoin de régisseurs, où il y a besoin de techniciens. Et tous ces lieux qui se construisent un petit peu en ne comptant que sur leur administratif et absolument pas sur les techniciens. Alors je ne parle même pas des artistes qui, eux, n'appartiennent carrément plus à l'entreprise. Hein. Des lieux où il y a des artistes en fixe, ça n'existe plus, ou presque. Hein. Il y a 4-5 lieux. Voilà. Alors c'est vrai que chez les techniciens, il y a encore la possibilité d'être permanent ou intermittent. Chez les artistes, ça n'existe pas, quoi. Ça peut être, à la limite, la seule place de permanent pour un artiste, c'est directeur. Voilà. Et là, il y a eu vraiment, je pense, de la part des employeurs et de la part des institutions, une dérive vraiment, vraiment importante. L'emploi est quand même important et peut-être c'est le premier sujet à défendre, l'emploi.